Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit les campagnes, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. On est le 9 septembre 1843. Victor Hugo revient d'Espagne en compagnie de sa maîtresse, Juliette Drouet. Les deux tourtereaux se sont offerts un voyage en amoureux. Après un petit détour par l'île d'Oléron, ils sont enfin de retour à Paris. Avant de partir pour La Rochelle, ils font escale au Café de l'Europe. L'endroit est assez tranquille en début d'après-midi. Assis à une table, en attendant leur bière, ils feuillettent les journaux. Un affreux événement qui va porter le deuil dans une famille chère à la France littéraire est venu. Ce matin, affligée de son bruit sinistre, notre population qui, parmi les victimes, compte des concitoyens. Hier, vers midi, M.P. Vacquerie, ancien capitaine et négociant du Havre, qui habite Villequier, une propriété située sur les bords de la Seine, entreprit d'accomplir ce petit voyage par eau. Familier avec la navigation de la rivière et la manœuvre des embarcations, il prit avec lui, dans son canot, son jeune fils, âgé de 10 ans, son neveu, M. Vacquerie, et la jeune femme de ce dernier, fille, comme on le sait, de M. Victor Hugo. Sa compagne remarque son visage livide. Son regard est figé, plongé entre les lignes du journal, comme s'il cherchait une issue. Il tourne plus les pages, il respire à peine. Pour lui, le temps s'est suspendu. Dans sa tête, la même phrase tourne en boucle. Du premier coup, le filet ramena le corps inanimé de l'infortunée jeune femme, qui fut transportée à terre et déposée dans un lit. Il lit et relit les mots, en essayant de trouver un sens moins funeste, mais rien n'y fait. Dans sa tête, tout bascule. Les lettres deviennent des clous. Les bruits ambiants du café se dissipent jusqu'à en être réduits au néant. Plus rien n'avait d'importance. Pas même les interrogations soutenues de Juliette à ses côtés. Celle qu'il avait tenue sur ses genoux si souvent, son bijou fragile, sa petite Didine, n'était plus. Parti avalé par les eaux de la Seine, il n'avait même pas su être là, préférant un voyage en amoureux avec sa maîtresse. Honte à lui, il l'avait abandonnée. Elle lui avait demandé avec beaucoup d'insistance de venir passer quelques jours chez elle avant son voyage, et il avait refusé, trop pressé de partir. C'était son dernier et final échange avec sa fille. C'était une réalité contre laquelle, maintenant, il ne pourrait plus rien changer. Tout ce qui lui restait, c'était des souvenirs, des bons, oui, mais également des mauvais, des arrache-cœurs qui allaient l'hanter pour toujours. Son ange, sa Léopoldine, la plus grande joie de son cœur était partie, laissant un vide, un néant, immense, impossible à combler. C'est incontestable, la mort de Léopoldine a eu un terrible impact sur sa vie. Il n'y a plus rien publié pendant à peu près 10 ans. C'était plus l'auteur prolifique et l'homme engagé qu'il avait été. S'il publie plus rien, ça ne l'empêchera quand même pas d'écrire, mais son silence en dit long.
Toutefois, Victor Hugo n'a pas encore dit son dernier mot, ou plutôt écrit sa dernière lettre. Son chef-d'œuvre à venir, Les Misérables, n'a pas encore vu le jour. Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Son monde vacille, ses choix, ses convictions, même sa foi sont ébranlés. La mort de sa fille, ses revers professionnels, sans oublier le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ont bouleversé son existence. S'il n'en a pas encore fini avec la plume, il faut d'abord qu'il traverse un gouffre sombre pour renaître. Et c'est exactement ce qu'il va faire lors de son exil forcé, en se jetant dans un exutoire pour le moins surprenant. J'entends les vagues. Est-ce qu'il va se mettre à la pêche à la mouche? Ou peut-être au tricot? Chut, ferme ta gueule, t'es en train de ruiner mon ambiance. Désolé. À son approche du port de Jersey, les vagues frappent contre le navire qui amène Victor Hugo. Comme c'est souvent le cas, la mer se montre capricieuse. Il fallait d'ailleurs être un marin expérimenté pour naviguer dans ces eaux au courant puissant, parsemés de récifs et bien connus pour leur marée imprévisible. Un spectacle impressionnant quand même. C'est vrai que c'est beau, hein, ça sent l'air du large. Ouais, c'est vrai. Mais regarde, l'eau est un peu mousseuse, hein? Est-ce vrai? Bon. Cette nouvelle terre d'accueil semble toutefois perdue dans un infini océanique. L'air saturé d'humidité est envahi d'une brume épaisse. Les lourds nuages derrière le navire semblent livrer bataille à la mer pour s'approprier le territoire. Sur le pont, les yeux levés vers ce qui est désormais son avenir, Victor Hugo observe l'île en silence. Avec ses vieux châteaux en ruine, ses nombreux dolmens empreints de mystère et son impression de solitude, l'auteur se laisse envahir par un étrange sentiment qui ne réussit pas encore à bien définir. L'exilé s'en doute pas encore, mais il est à l'aube d'un grand changement, un changement d'ordre mystique. Marine Terrace, c'est le nom que Victor Hugo va donner à sa maison d'exil à Jersey. Une grande demeure blanche à l'aspect mélancolique, dressée au bord de la mer, au pied d'une nature qui se déchaîne dans toute sa puissance. L'écrivain la compare à un tombeau en raison de sa forme sévère et rectangulaire. Je le cite ici, « Je m'installe demain lundi avec ma famille dans une jolie petite maison que j'ai louée au bord de la mer. C'est une cabane, mais dont l'océan baigne le pied. Un corridor pour entrer, un rez-de-chaussée, une cuisine, une serre, une basse-cour, plus un petit salon ayant pour vue sur le chemin sans passant et un assez grand cabinet à peine éclairé. Un premier et un second étage, des chambres propres, froides, meublées sommairement, repeintes à neuf avec des linceuls blanches aux fenêtres. Pour Victor, Marine Terrace s'impose d'abord comme un symbole glacé de son bannissement, de l'absence et de la mort. Un vaste tombeau d'isolement dressé face au vent et à l'oubli. Et pourtant, contre toute attente, cette retraite austère deviendra le théâtre de bons souvenirs plus lumineux et des sentiments tissés d'une douce amertume, comme il le dit lui-même. C'est là, dans l'ombre des tempêtes, que naîtra en quelque sorte sa rédemption intérieure et qui s'éveillera en lui la flamme d'une révélation métaphysique. Depuis quelque temps, un nouveau courant de pensée enflamme les esprits américains, le spiritisme. Né de l'affaire des sœurs Fox, le mouvement gagne rapidement en popularité, séduisant des millions d'adeptes à travers tous les États-Unis. Parmi leurs pratiques les plus prisées, on retrouve les fameuses séances de table tournante, véritables spectacles de mystère et de communication avec l'au-delà. C'est donc pas vraiment étonnant que cette fièvre-là traverse l'océan. Porté par l'enthousiasme d'un groupe de missionnaires partis en croisade pour répandre la parole spirite et par le fait même faire un beau paquet de cash. La mode des tables tournantes s'installe avec fracas sur le vieux continent. Le monde revire sur le top. Bref, en Europe, la pratique est accueillie avec un mélange d'enthousiasme mais aussi d'appréhension et de doute. C'est la mode du moment. Qu'on y croit ou non, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. Bientôt, c'est sur toutes les lèvres. Faites-vous des tables. Tout le monde veut au moins essayer une fois. C'est une nouvelle science, comme on appelle le phénomène. Initialement, Victor Hugo, bien qu'il veuille y croire, manifeste certaines réticences, peut-être par souci éthique, mais aussi par scepticisme. N'en demeure pas moins que le sujet ne lui est pas étranger. Parmi les ouvrages de sa bibliothèque,
il parcourt avec beaucoup d'intérêt un livre nommé Comment l'esprit vient aux tables par un homme qui n'a pas perdu l'esprit, d'Alcide Morin, ainsi que La magie dévoilée et La science occulte. Pourtant, il demeure quand même circonspect quant aux véritables intentions et implications de cette nouvelle pratique. Permettez-moi de vous présenter un poème qui en témoigne justement, tiré du recueil Les Contemplations. L'âme est partie. On rend le corps à la nature. La vie est disparue sous cette créature. Mort, où sont tes appuis? Le voilà hors du temps, de l'espace et du nombre. On le descend avec une corde dans l'ombre, comme un seau dans un puits. Que voulez-vous puiser dans ce puits formidable? Et pourquoi jetez-vous la sonde dans l'insondable? Qui voulez-vous puiser? Est-ce l'adieu lointain et doux de ceux qu'on aime? Est-ce un regard, hélas? Est-ce un soupir suprême? Est-ce un dernier baiser? Qui voulez-vous puiser, vivant, essaim frivole? Est-ce un frémissement du vide, où tout s'envole? Un bruit, une clarté? Une lettre du mot que Dieu seul peut écrire? Est-ce pour le mêler de vos éclats de rire? Un peu d'éternité? Dans ce gouffre où la larve en trouve son œil terne, dans cette épouvantable et livide citerne, abîme de douleur, dans ce cratère obscur de muette demeure, que voulez-vous puiser, ô passant de peu d'heures, homme de peu de pleurs? Est-ce le secret sombre? Est-ce la froide goutte qui, larme du néant, suinte de l'âpre voûte, sans aupe et sans flambeau? Est-ce quelque lueur affairée et hagarde? Est-ce le cri jeté par tout ce qui regarde, derrière le tombeau? Vous ne puiserez rien, les morts tombent, la fosse les voit descendre, avec leur âme juste ou fausse, leur nom, leur pas, leur bruit. Un jour, quand souffleront les célestes haleines, Dieu seul remontera tous ces urnes pleines de l'éternelle nuit. Évidemment, ça semblait une bonne idée sur papier, mais je ne rends pas justice à ce magnifique poème. Et d'ailleurs, une bonne compréhension de cette période-là de la vie de Victor Hugo permet d'apprécier les contemplations d'une toute autre façon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour faire basculer l'écrivain? Pourquoi il a finalement décidé de jeter la sonde dans le puits sombre de l'au-delà? C'est le 6 septembre 1853 que tout bascule, lors de la visite à Jersey d'une proche amie, Delphine de Girardin. Elle veut à tout prix initier la famille Hugo aux séances de table tournante. Des tentatives avaient déjà été menées à Marine Terrasse. Jusqu'à présent, tous leurs efforts s'étaient avérés infructueux. Delphine ne s'en étonne pas. Selon elle, l'échec s'explique par l'utilisation d'une table inadaptée. Pour que les séances fonctionnent, il faut une table ronde munie de 3 pieds. Or, les expériences précédentes avaient été faites avec une table qui avait 4 pattes. Comme le disait souvent Racine, ça, c'est une hostie d'erreur d'amateur. Il disait tout le temps ça. Bref, très déterminée, Delphine parcourt l'île à la recherche d'un mobilier adéquat. Et elle finit par dénicher une jolie petite table dans un magasin de jouets. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est finalement le 11 septembre qu'un contact avec l'au-delà est enfin réussi. L'esprit de Léopoldine s'adresse aux convives en la présence de Victor Hugo sous le nom de âme soror. C'est alors le début d'une grande aventure spirituelle pour la famille Hugo. Est-ce que c'est l'ennui de l'exil qui a rendu ce passe-temps-là aussi central à leur quotidien? C'est possible. En tout cas, entre 1853 et 1855, ils se sont livrés à des séances quotidiennes pratiquement tous les jours et parfois même 2 fois par jour, l'après-midi et le soir. Souvent, les séances se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. Si Victor Hugo reconnaît les talents de médium de son fils Charles, il se demande quand même si les communications avec les tables ne proviendraient pas de l'inconscient de ce dernier. Victor ne participe d'ailleurs pas à toutes les séances et c'est généralement son fils et sa femme qui tiennent la table. Donc, Charles et Adèle qui tiennent la table, il y a aussi l'autre Adèle, la fille d'Hugo, qui assiste aux séances sans y participer.
Comme son père, elle prend des notes. Auguste Vacquerie assiste également à plusieurs des séances. Ça, c'est le beau-frère de la défunte Léopoldine. Il parle de son séjour à Jersey dans un ouvrage baptisé Miettes d'histoire, sorti en 1863. Évidemment, pendant les années des tables chez les Hugo, il y a eu plusieurs personnes qui ont passé par là. Mais je ne vais pas toutes les nommer. Mais vous pouvez donc conclure que ces événements-là ont été largement notés et classés. On dispose effectivement d'une quantité considérable d'informations sur les sciences spirites de Jersey. J'y reviendrai à la fin, mais pour les personnes intéressées, il existe de nombreux ouvrages qui témoignent de ces événements-là. De nos jours, nous avons accès à plus de 115 séances retranscrites provenant de 2 carnets de Victor Hugo. À l'origine, il y en avait 4, mais seulement 2 nous sont parvenus. Outre les notes de Victor, il y a évidemment les notes des occupants des tables, dont entre autres celle d'Adèle, la fille d'Hugo, récupérée dans son journal intime. Il y a aussi diverses correspondances qui ont survécu, qui font mention de cette époque-là. Avant de se pencher sur cette période-là importante de la vie de Victor Hugo, permettez-moi de vous expliquer brièvement comment fonctionnent les tables. Au départ, on parlait de tables tournantes. Et pour cause, la communication avec l'au-delà se faisait par le biais de la rotation de la table. En gros, on girote à gauche pour oui, on girote à droite pour non. Genre. Il faut se dire que c'était une mode toute récente, encore en rodage, mais qui s'est rapidement affinée. Très vite, on ne parle plus de table tournante, mais bien de table parlante. Parce que oui, on ne veut plus seulement voir les esprits faire bouger les meubles, on veut leur parler. Le mouvement prend de l'ampleur et la doctrine du spiritisme commence déjà à structurer, notamment à travers la philosophie spirite de M. Allan Kardec. Les principes des tables parlantes est assez simple. Lorsqu'un esprit entre en contact avec la table, celui-ci communique à l'aide de coups. Par exemple, un coup pour oui, 2 coups pour non. Et pour former les mots, c'est par le nombre de coups qu'on définit les lettres. Un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C, et etc. Rassurez-vous, les vivants, eux, peuvent répondre à voix haute et non avec des coups comme du morse, parce que ça serait long en tabarnak. D'ailleurs, le 5 octobre 1853, les participants vont proposer aux esprits une idée qui aurait simplifié la patente, faire bouger une aiguille placée au centre d'un cadran avec des lettres. Malheureusement, les esprits ont dit non. C'est un peu maudit, je vous l'accorde. En général, 1 ou 2 personnes tiennent la table. Bon, ici, en principe, ils deviennent un peu comme les porte-voix des morts. À travers leur concentration et leur ouverture, ils deviennent des canals en chair d'emprunt pour faire parler le bois. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, dans tous les cas, c'est les occupants de la table qui font bouger celle-ci. C'est évident, sinon, on ne se serait pas assis autour, on l'aurait regardé bouger de loin, puis ça aurait été déjà plus convaincant. Là, bien sûr, il y a eu des supercheries, simples ou élaborées, dans l'histoire. Mais, de toute évidence, si ça a été aussi populaire, c'est que certaines personnes qui se sont données à l'exercice y ont vraiment cru. Et ça, pour plein de raisons. On y reviendra. Et puis, à ces tables-là, on peut discuter non seulement avec les esprits, mais aussi avec les corps astraux de concepts humains. Oui, il est donc possible de rentrer en contact, par exemple, avec la jalousie, la critique et même la poésie. Et c'est ce que Victor Hugo ne se privera pas de faire avec le plus grand enthousiasme. On peut aussi converser avec l'inconscient d'une personne vivante, par exemple quelqu'un qui est endormi. Mais à son réveil, cette personne-là ne se souviendra pas du tout de sa visite à la table. Bref, on parle, on fait parler absolument n'importe qui ou n'importe quoi, vivant ou mort. C'est donc un terrain assez fertile pour l'imaginaire. Et ça a son importance dans l'histoire. Et les tables tournantes, c'est aussi un feu de paille. C'est une pratique qui a été quand même assez éphémère. On parle ici d'entre les années 1850 et 1855. La pratique va évoluer quand même beaucoup. D'abord vers l'utilisation de planchettes, une sorte de petit support à pied avec un crayon fixé. L'ancêtre direct de la planchette de Ouija, mais avec un crayon au lieu d'une loupe. On posait les mains dessus et on laissait l'esprit écrire sur la table, de préférence sur un papier. Et puis viendra plus tard la fameuse planche de Ouija telle qu'on la connaît, véritable Nic plus ultra du spiritisme. Produit par Hasbro pendant un certain temps d'ailleurs.
et ce concept de plateau avec des lettres est apparu vers 1880. C'est avec une planche de ce type que la petite fille dans l'exorcisme parlait avec ce cher Pazuzu, Pazuzoun pour les intimes. C'est le genre de représentation qui a d'ailleurs contribué à diaboliser la pratique du Ouija. Mais là, revenons-en à nos affaires. Et avant d'aller plus loin, je vais lire quelques extraits du livre des tables. Comme je disais, toutes les séances ont été retranscrites par Victor Hugo ou par d'autres personnes, et une bonne partie d'entre elles ont survécu au passage du temps. Je vais donc lire ici la séance du 11 septembre 1853. Madame de Gérardin dit « Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, et qu'il veuille nous parler, qu'il frappe un coup. » La griffe retomba avec un bruit sec. « Il y a quelqu'un, s'écria Madame Gérardin. Faites vos questions. » On fit des questions et la table répondit. Delphine questionne aussitôt. « Qui es-tu? » La table lève un pied et ne la baisse plus. Madame Gérardin interroge à nouveau. « Y a-t-il quelque chose qui te gêne? Si oui, frappe un coup, sinon 2 coups. » La table frappe un coup. Elle demande. « Losange, répond la table. Nous étions en losange, aux 2 côtés d'un angle de la table. On va chercher une autre table sur laquelle on met la petite. » Madame de Gérardin et Charles Hugo se placent de façon à couper la table support. La table s'agite à nouveau. Le général Leflot l'interroge sur ce qu'il pense à cet instant. « Fidélité, répond la table. Le général pensait à sa femme. Je n'étais pas convaincu, remarque Véquerie. Je trouve si ingénieux et si spirituel de répondre fidélité à un mari qui pense à sa femme, que j'attribuerais la réponse à Madame de Gérardin. Pour être sûr que ce n'était pas Madame de Gérardin qui agissait, Auguste Vaquerie demande à tenir la table avec Charles. Il pense à un nom et demande « Quel est le nom que je pense ?» La table tourne, se lève et dit « Hugo ». C'était le nom, en effet, confesse Vaquerie. C'est à ce moment que j'ai commencé à croire. Mais depuis quelques moments, Madame de Gérardin se sent émue et demande de ne pas prendre le temps en question puéril. Elle presse une grande apparition. La table ayant annoncé qu'elle était gênée par l'incrédulité de l'un des participants, elle lui demande de l'identifier. Elle répond « blond ». En effet, M. Tréveneuc, très blond, était le plus incrédule de tous. La table ne tient pas à ce qu'il sorte, mais s'agite et refuse de répondre. Auguste Vaquerie quitte celle-ci et le général de Flot le remplace aux côtés de Charles. On interroge la table sur son identité. « Fille, dit la table. » Le général de Flot ne pensait pas à sa fille. Auguste Vaquerie ajoute aussitôt « À qui est-ce que je pense? Morte, répond la table. » Évidemment, tout le monde pense à la fille de Victor Hugo, qui n'est pas encore intervenue. Madame Gérardin demande « Qui es-tu? » Âme sonore. 4 personnes autour de la table avaient perdu une fille. Le général de Flot, Delphine de Gérardin et les frères Hugo. La table avait-elle dit sonore en latin pour dire qu'elle était sœur d'un homme? « De qui es-tu la sœur? Demande le général de Flot. « Doute, dit la table. Ton pays? France. Ta ville? Pas de réponse. Nous sentons tous la présence de la mort. Notre Vaquerie. Tout le monde pleure. Victor Hugo intervient alors pour la première fois et demande « Es-tu heureuse? » « Oui, répond la table. « Où es-tu? » « Lumière, répond la table. « Que faut-il pour aller à toi? »« Aimer, répond la table. À partir de ce moment, les 9 participants sont de plus en plus émus. La table, comme se sentant comprise, n'hésite plus à répondre immédiatement. Madame de Gérardin demande « Qui t'envoie? Bon Dieu! » Madame de Gérardin invite la table à parler d'elle-même. « As-tu quelque chose à nous dire? »« Oui. »« Quoi? »« Souffrer pour l'autre monde. »« Vois-tu la souffrance de ceux qui t'aiment? » demande bouleversé Victor Hugo. « Oui, répond la table. »« Souffriront-ils longtemps? » interroge Madame de Gérardin. « Non. »« Rentreront-ils bientôt en France? » La table ne répond pas. Victor Hugo intervient à nouveau et conduit jusqu'à la fin les questions.
Es-tu contente quand ils mêlent ton nom à la prière? Oui, répondit la table. Es-tu toujours auprès d'eux? Veilles-tu sur eux? Oui, répond la table encore. Dépend-il d'eux de te faire revenir? Non. Mais reviendras-tu? Oui. Bientôt? Oui. Et c'est la fin de cette séance. Séance d'ailleurs très importante parce que c'est celle-là qui aura convaincu Victor Hugo de se lancer dans la pratique des tables tournantes. Bon, au début, le contenu des séances y est assez anodin. Mais avec le temps, les notes vont se complexiser. Ils vont discuter avec des figures assez importantes de l'histoire comme Jésus-Christ, Dante, Molière et Shakespeare. Ça va graduellement adopter un style qui est beaucoup plus proche de celui de Victor Hugo. Et c'est toute une œuvre mystique qui va en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette affaire-là? Victor Hugo était-il sincère dans sa pratique des tables? Et s'il ne l'était pas, quel était son véritable but? Beaucoup affirment que l'auteur ne faisait jamais rien au hasard. Alors, est-ce que c'est possible que cette supercherie-là entrait dans un plan plus vaste? Malheureusement, ou heureusement peut-être, je n'apporterai pas de réponse définitive sur cet épisode. Mais peut-être quelques pistes, davantage de questions et pourquoi pas une invitation à la réflexion. Peut-être bien que Victor Hugo était sincèrement engagé dans sa pratique des tables, mais on ne peut pas nier que tout ce qui a émergé de l'aventure, les notes de séance, sont profondément hugoliennes. On y retrouve son style, son souffle, ça a l'essence de l'auteur. Est-ce que c'est possible que dans toute cette affaire-là, le subconscient ait joué un rôle? Que Victor Hugo ait, sans le vouloir, davantage nourri les tables que les esprits eux-mêmes? Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est le subconscient ou la pleine conscience? C'est une idée qui est quand même pas mal partagée. Là, vous allez me dire, faut pas charrier. Il y a quand même bien des limites à faire quelque chose inconsciemment. Et je suis d'accord, mais il faut quand même pas sous-estimer le pouvoir du subconscient. Il faut essayer de rien mettre de côté. Alors si on part du principe que Victor Hugo était honnête et croyait sincèrement au phénomène spirit, et je vais plus loin, que de véritables manifestations inexpliquées se sont produites à Jersey et ailleurs, j'opterais plutôt alors pour une manifestation d'ordre parapsychologique, où l'inconscient humain aurait joué un rôle, avant de conclure à l'intervention des fantômes. Tant qu'à croire quelque chose de surnaturel, s'il le faut vraiment, ben moi, c'est vers cette option que je me pencherais. Je crois pas aux fantômes, ni à la vie après la mort. C'est une certitude bien personnelle. Je respecte toutefois les gens qui ont de telles croyances. Mon problème ici est d'un autre ordre. C'est que si l'autre monde existait, je ne vois pas pourquoi les esprits utiliseraient des tables pour nous parler. Et je vais y revenir plus tard avec un argument béton. Dans cette histoire-là, ce qui donne un peu de crédibilité à tout ça, autant que faire se peut bien sûr, c'est qu'il est peu probable que Victor Hugo ait mêlé sa fille décédée à une simple supercherie. Elle était tout simplement trop importante à ses yeux. Du moins, on peut le penser. Ce deuil fait plutôt office de facteur ayant contribué à briser la coquille de sa rationalité. C'est mon avis. Victor Hugo voulait croire en la possibilité de communiquer avec l'au-delà, lui permettant ainsi de prouver l'immortalité de l'âme. Il avait la foi, mais la foi en quoi au juste? Avant son arrivée à Jersey, c'était peut-être pas encore super clair. Son esprit naviguait depuis longtemps sur une mer de questionnements sans fin, perdu et sans attachement à la recherche de la vérité. Est-ce que les tables parlantes ont été pour lui l'encre qui lui manquait pour trouver un fond et mettre de l'ordre dans ses intuitions d'ordre divine? C'est une hypothèse qui se défend. Qui plus est, prouver l'immortalité de l'âme lui permettait de briser l'idée douloureuse que sa fille n'était plus qu'un souvenir retranché dans un tiroir de sa mémoire. C'est possible que les choses ont évolué vers autre chose que plus tard et de façon très graduelle. Et c'est devenu une occasion de bâtir une sorte de nouvelle doctrine religieuse. Le fait qu'il s'est entretenu avec des grands noms de la Bible comme Moïse, Jésus et Caïn pour élaborer ses propres concepts spirituels le démontre assez bien. Au fil des séances, les messages deviennent de plus en plus hugoliens. Et il y a un thème qui revient avec insistance, un profond désir d'émancipation des dogmes. C'est une idée qui hante Hugo depuis
toujours. Il rejette pas la religion en soi, mais bien ses dogmes. Il les percevait comme des instruments de pouvoir et de soumission, puis il aimait pas ça. Bref, l'étable était certainement une façon parfaite de faire connaître ses points sans se mouiller, parce qu'officiellement, ça venait pas de lui. Au-delà d'en faire ressortir ses idées, Hugo s'est aussi servi des tables pour accomplir d'autres activités discutables. Par exemple, il s'est entretenu avec Shakespeare, rien de moins, et ensemble, ils ont peaufiné une nouvelle œuvre. Il faut quand même avoir un sacré toupette pour s'attribuer une collaboration posthume avec l'un des plus grands auteurs de l'histoire. Bon, c'est quand même Victor Hugo, là, c'est sûr, mais bon, un peu d'humilité serait de bon goût. Bref, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une supercherie de l'auteur pour arriver à ses fins créatives? C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Certains sont d'avis que Victor Hugo souffrait de paraphrénie. De façon très simplifiée, c'est un genre de schizophrénie, mais un peu plus rare, et ça a une progression assez lente. C'est un trouble psychiatrique qui apparaît normalement lors de transitions de vie, un exil ou un décès par exemple. Contrairement à la schizophrénie, les victimes de paraphrénie sont généralement assez cohérentes. Le paraphène s'identifie souvent au prophète et peut souffrir de délires imaginaires de thèmes variés, fantastiques, cosmiques, mégalomaniaques et mystiques. Je pense qu'il est logique ici de faire certains liens, mais rien n'a jamais été prouvé. Cette hypothèse-là tient surtout sur le fait qu'il y a eu plusieurs cas de schizophrénie au sein de la famille de Victor Hugo, son frère et sa fille Adèle. Tous les deux ont d'ailleurs été internés. Maintenant, du côté de la supercherie pure et dure, est-ce que tous les occupants de Marine Terrace auraient pu être complices d'un vaste canular? C'est possible, mais pourquoi faire? Honnêtement, je doute qu'une mise en scène de cette ampleur-là aurait perduré dans le temps aussi longtemps. Il faut se rappeler que les écrits issus des sciences y ont été publiés que vraiment plus tard, après la mort de Victor Hugo. Donc, personne ne tirait de bénéfice immédiat de toute cette affaire-là. Il semble plus plausible que certains participants aient été simplement crédules. Ça expliquerait pourquoi la pratique s'est prolongée aussi longtemps sans but évident, sinon l'intérêt suscité par les séances elles-mêmes. Tant qu'à chercher des coupables, naturellement, les doutes devraient se tourner sur ceux qui tiennent la table, Charles et Adèle Lamère. Les correspondances d'Adèle laissent penser qu'elle croyait sincèrement aux séances, parce que plus tard, elle va faire référence à cette période-là avec une belle nostalgie. Ça lui manquait et elle se demandait pourquoi ils avaient arrêté brusquement. Mais tu sais, même si le contexte est un peu shitty, c'est précieux du temps passé en famille. Clairement, en exil, la famille d'Hugo s'est rapprochée grâce aux tables. Est-ce que le simple fait d'avoir une occasion de se rapprocher peut rendre ce qu'on y fait dérisoire? Est-ce que c'est possible qu'Adèle, dans le fond, y croyait pas vraiment, mais jouait le jeu pour voir tout le monde rassemblé à la table? Parce qu'avoir toute la famille réunie à la table, c'est pas si facile que ça. Moi, quand je fais le souper, c'est assez dur d'avoir tous les enfants assis tranquilles. Ah ben là, il faut pas le prendre personnel comme ça. C'est peut-être juste parce que tu cuisines comme de la merde. Puis que quand tu parles, il y a tout le temps de la musique triste dans le background, puis que ça donne envie de se gonner. Et prends-le pas comme ça. Vu de même. Charles maintenant, le fils, celui dont on disait qu'il avait des pouvoirs de médium, est-ce que c'est possible que la fourberie vienne de lui? Évidemment. Mais est-ce qu'il pourrait être la source de tous les textes des tables? Après tout, il était également auteur et même journaliste. Ben, l'idée générale veut que non. Beaucoup pensent qu'il n'avait pas le talent de son père, et surtout pas son style. Et les textes qui proviennent des séances sont foncièrement hugoliens. Ça sent Victor Hugo à plein nez. D'ailleurs, petite parenthèse, il est quand même curieux que tous les esprits partagent une façon de s'exprimer similaire, qui d'ailleurs reflète lourdement le style de l'époque. Alors, si Victor tenait pas la table, comment c'est possible que les résultats des séances transpirent son style? Ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Je suppose que tu veux nous expliquer ça avec de la musique triste? C'est une bonne idée. Le secret est peut-être dans le fonctionnement des séances elles-mêmes. Je vais vous donner un petit exemple d'une séance. Charles et Adèle lident la table, avec, pourquoi pas, un occupant. Jules, genre.
Victor Hugo et sa fille, pour leur part, sont spectateurs et prennent des notes. Après une trentaine de minutes, la table se met à bouger, frappe plusieurs fois. C'est Victor Hugo qui prend en note le nombre de coups et les convertit en texte. Il informe les occupants des réponses et pose des questions. Donc, même s'il lidait pas la table, c'est lui qui en était en contrôle. Les occupants eux-mêmes ne savent pas vraiment la teneur du message d'outre-tombe. Eux, dans le cadre de la pratique des tables, sont occupés à se concentrer. Ils dépendent de Victor Hugo pour le déroulement. Certains pensent d'ailleurs que dans certaines séances, les plus courtes, les coups étaient décryptés immédiatement, mais pas forcément quand les séances s'étiraient. C'est ça qui explique qu'on ressente moins le style d'Hugo dans les courtes séances, parce qu'il a peaufiné le texte un peu après. « Oh, le tas de marde! Tout s'explique maintenant. » Calme-toi, là. Mais oui, Victor peut donc, dans une certaine mesure, faire dire ce qu'il veut à la table, et c'est là où on peut avoir un doute sur sa sincérité. Et ça, c'est sans compter bien sûr que l'auteur passait ensuite des heures à retranscrire au propre tous les textes et à les peaufiner. Ayant l'esprit doué d'une imagination très fertile, il est difficile de croire qu'il n'en a pas profité un petit peu. Finalement, c'est peut-être là que réside le plus grand mystère. Au fond, Victor Hugo falsifiait-il délibérément le contenu des séances ou y était-il véritablement plongé dans une forme de délire mystique? Et là, je vous entends. Qu'il invente consciemment ou pas, il y a bien quelqu'un qui tape sous la table quelque part. Elle vacille pas tout seul, cette table-là. Eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui fait bouger la table, mais il s'en rend pas forcément compte. En fait, la table oscille. La table tourne parce qu'on la pousse par des crispations inconscientes des mains posée sur ses guéridons à 3 pieds. Et à cause que la table a juste 3 pattes, elle se retrouve facilement sur 2 pattes avant de retomber. C'est ça qui frappe. Et c'est probablement pour cette raison que la table originale utilisée par la famille Hugo fonctionnait pas. Elle avait 4 pattes. Puis c'est plus difficile à déstabiliser. Donc de ce côté-là, il serait pas très surprenant que Charles et Adèle ont été tout simplement bernés par la crispation inconsciente de leurs mains. À l'époque, ce n'était pas encore le cas, mais beaucoup se sont penchés sur le phénomène et le mystère s'explique en fait par l'effet idéomoteur, un phénomène psychologique où un sujet exécute un mouvement musculaire inconscient. Plusieurs essais scientifiques ont maintenant démontré que plusieurs phénomènes attribués aux forces spirituelles et paranormales peuvent être dus à l'effet idéomoteur. De toute façon, il y a beaucoup plus d'éléments qui tendent à accabler Victor Hugo. Par exemple, si on calcule le nombre de coups nécessaires pour obtenir tous les mots de certaines séances, on se rend vite compte que ça ne tient pas la route. On connaît la durée exacte de certaines séances et parfois, il aurait fallu frapper 3 à 4 coups par seconde pour transmettre tout le message qui a été retranscrit. Et ça, c'est sans compter les silences, les pauses et le fait que, selon certaines notes, les esprits sautaient pas immédiatement sur la table dès le début de la séance. Bref, cet aspect-là est un peu douteux. Comme disait souvent Voltaire, il y a une crosse quelque part. De ma connaissance, la fille de Victor n'a jamais remis en doute les actions de son père. Faut pas oublier qu'elle participait aussi aux séances comme spectatrice et prenait des notes à côté de son papa. Est-ce qu'elle était l'unique témoin des mensonges de son père et les a passés sous silence? Ah, ça, c'est une autre question qu'on ne sait pas. Mais quoi retenir de toute cette affaire-là? Est-ce que la famille de Victor Hugo s'est laissée bercer par un courant populaire, bercer pour ne pas dire berner, ou bien est-ce que Victor a profité de ce mode-là pour exprimer ses idées sans trop se mouiller lui-même? Au final, est-ce que c'est vraiment important? Des fois, quand j'aborde un sujet, j'ai l'impression d'avoir fait le tour à la fin de l'épisode, mais là, c'est pas tout à fait le cas. Faut dire que la documentation sur cette période-là est assez abondante, même si elle reste assez méconnue. J'ai à peine effleuré le contenu des séances elles-mêmes, les fameuses doctrines de Victor Hugo. Bref, si vous voulez vous jeter là-dedans, il y a plusieurs livres intéressants, dont entre autres La crise mystique de Victor Hugo par Maurice Levaillant. C'est sorti en 1954. Il y avait également Victor Hugo et le spiritisme de Fernand Nathan. Et bien entendu, il y a Les Contemplations et le livre des tables qui a été publié chez Folio Classique. Un peu dur à trouver, il y a aussi le journal d'Adèle Hugo, le journal personnel de la fille
la deuxième fille préférée de Victor Hugo. Hein? Et il y a également un miette de l'histoire d'Auguste Vacquerie qui fait mention des séances. Et sur ce, je referme le cercueil sur ce sujet. Et pour clouer le tout, une dernière révélation qui franchement mérite qu'on s'y attarde. Toute cette histoire-là, l'étape tournante, le mouvement spirit, tout commence avec l'affaire des sœurs Fox et d'un fantôme qu'on appelait Monsieur Pied Fourchu. En 1888, bien après les séances de Jersey, et 3 ans après la mort de Victor Hugo, Margaret Fox balance tout. Elle va confesser publiquement que l'affaire n'était qu'une énorme supercherie. Elle explique comment, avec ses sœurs, elle faisait croire au coup venu de l'au-delà. Un tour de passe-passe. Et pourtant, le mouvement spirit ne vacille même pas. Aucune vague, aucun remous. La machine était lancée et plus rien, même un aveu fracassant, n'allait freiner le mouvement spirit que ça l'avait lancé. Bon, je sais que tu me l'as pas demandé, mais moi, je pense que c'était des bullshiteux. T'as raison. Je te l'avais pas demandé.